Chapitre 1. Usé. Harper Lewis se tenait devant la tour de verre étincelante de Hall d'Ancor, avec l'impression d'avoir atterri par accident sur le plateau d'un film de science-fiction. 50 étages, chacun lui rappelant qu'elle n'avait pas sa place ici. Le tailleur d'occasion qu'elle avait acheté dans une boutique caritative était un peu juste aux épaules, et ses ballerines usées couinaient à chaque pas. Mais Harper n'avait pas le temps de douter d'elle-même. C'était son premier jour de stage dans la plus grande société financière de la ville, et elle n'avait qu'un seul objectif: apprendre, survivre, et ne rien faire de stupide. Elle poussa les lourdes portes en verre et pénétra dans le hall au sol de marbre. Le souffle glacial de la climatisation la fit frissonner. Un groupe d'employés en costumes élégants et coûteux passa à côté d'elle, la dévisageant avec un mélange de curiosité et de dédain. Harper se força à sourire, mais une femme blonde dans une robe moulante murmura à un collègue qu'il a laissé entrer ici. On dirait qu'elle sort tout droit d'une friperie. Harper serra plus fort son mince dossier et se dit: « Tu n'as pas besoin qu'il t'apprécie. Tu dois juste bien faire ton travail. » Le bureau de la réception était aussi large qu'une scène, et la femme derrière semblait tout droit sortie d'une couverture de Vogue. « Non ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Harper Lewis. Nouvelle stagiaire. Département juridique. La réceptionniste tapa sur son clavier et fronça les sourcils. « Oh, vous êtes la remplaçante? Pas étonnant qu'il manque de personnel au point de prendre n'importe qui. » Elle fit glisser un badge d'employé sur le comptoir. 42e étage. Ne perdez pas le badge et ne vous égarez pas. Harper hocha la tête, ignorant le ton sarcastique. Elle entra dans l'ascenseur, se faufilant dans un coin pendant que d'autres discutaient d'actions et de yachts. Quand les portes s'ouvrirent au 42e étage, elle faillit percuter un homme en costume gris tenant un gobelet Starbucks. « Faites attention », lança-t-il, avant de la toiser de haut en bas. « Qui êtes-vous? Une livreuse? » « Stagiaire, » répondit Harper, la voix calme mais le regard aussi vif qu'une lame. « Département juridique. » Il haussa les épaules et s'éloigna. Harper soupira. Premier jour, et elle était déjà la risée de quelqu'un. Parfait. Les bureaux du service juridique de Hall d'Ancor ressemblaient à un labyrinthe de verre et d'acier, rempli de postes de travail ouverts et de salles de conférences épurées. Harper fut conduite dans un coin minuscule, où son bureau était une petite table coincée à côté d'une photocopieuse bourdonnante. Sa supérieure directe, Madame Helen Carter, était une femme sévère d'âge mûr avec des lunettes à monture dorée. « Molly Lewis », dit-elle sans détourner les yeux de son écran. « Je n'ai pas le temps de vous former. Votre travail consiste à lire des documents, prendre des notes et faire ce qu'on vous dit. Compris? »« Compris, madame, » répondit Harper, essayant de cacher son excitation. En tant que jeune diplômée en droit, elle rêvait de travailler dans un endroit comme Hall d'Ancor, où des contrats de plusieurs milliards de dollars étaient signés et où les avocats étaient aussi affûtés que des rasoirs. Elle ne s'attendait pas à être traitée comme une reine, elle espérait juste apprendre. Sa première tâche fut d'organiser une pile imposante de documents relatifs à la plus grande fusion de l'année. Hall d'Ancor était en train d'acquérir une entreprise technologique pour 3 milliards de dollars. Elle lut attentivement chaque page, prenant des notes sur des clauses complexes qu'elle avait étudiées à l'université. C'était un travail aride, mais Harper adorait ça. Chaque clause était un puzzle, et elle était douée pour résoudre les puzzles. À l'heure du déjeuner, alors qu'elle mangeait son sandwich fait maison dans la salle de pause, un collègue, Greg, l'homme au Starbucks de tout à l'heure, s'assit en face d'elle. Et, la fille d'occasion, ricana-t-il. « Tu sais au moins ce que tu fais? Ce contrat, ce n'est pas une blague. Une erreur et toute l'équipe est foutue. » Harper arrêta de mâcher et le regarda droit dans les yeux. « Merci pour le conseil, Greg. Mais si les erreurs t'inquiètent, tu devrais peut-être vérifier ton propre rapport. Tu t'es trompé dans les chiffres à la page 47. » Greg se tut, le visage devenant rouge. Harper sourit et prit une autre bouchée de son sandwich. Un point pour elle. Cet après-midi-là, un événement inattendu changea tout. Un avocat senior de l'équipe d'analyse des contrats prit soudainement un congé d'urgence pour des raisons familiales, laissant un grand vide juste avant une réunion cruciale avec le conseil d'administration. Après une conversation tendue avec les RH, Madame Hélène désigna Harper. « Mademoiselle Lewis, vous rejoignez l'équipe d'analyse. Votre travail est de lire le contrat et de signaler tout problème. Ne me décevez pas. » Harper S.E. Figia. « Mais madame, je ne suis qu'une stagiaire.
Et vous êtes la seule disponible, trancha Hélène. Vous n'avez pas gagné des concours de débat en faculté de droit? Alors servez-vous de votre cerveau. Harper déglutit difficilement, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas si c'était une chance ou un piège, mais elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle attrapa la pile de papier et s'y plongea comme une machine. Droit de propriété intellectuelle, modalité de paiement, clause pénale. Sa tête tournait, mais rien ne lui échappait. Puis, quelque chose clochait. Une petite clause, enfouie à la page 132, la fit s'arrêter. Elle était vague, glissante, comme un piège prêt à se refermer. Mais elle n'en était pas sûre, pas encore. À 18 heures, Harper était toujours à son bureau, les yeux brûlants. Elle griffonna une courte note sur la clause, prévoyant d'en parler à Madame Hélène le lendemain matin. Mais au fond d'elle, elle sentait une étrange intuition. Cette clause n'était pas juste une erreur, c'était une bombe à retardement. Elle se leva, s'étira et regarda par la fenêtre. La ville brillait sous les lumières de la nuit. Harper eut un sourire sec. « Premier jour, et je suis déjà jetée dans la fosse aux lions, murmura-t-elle. « Bienvenue chez Halden Corp, Harper Lewis. » Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. Excusez-moi, mais cette clause est un piège. Harper Lewis entra dans la salle de conférence du 50e étage de Haldencourt, ayant l'impression de marcher vers une guillotine. Elle serrait fermement son dossier, essayant d'ignorer le couinement de ses ballerines usées sur le parquet étincelant. La pièce était aussi grandiose qu'une salle de bal, avec une longue table polie, des fauteuils en cuir de première qualité et des baies vitrées qui encadraient l'horizon de la ville. Mais l'atmosphère était plus froide que la climatisation. Une douzaine de cadres en costume de marque étaient assis bien droits, les yeux fixés sur un écran massif rempli de chiffres et de graphiques. À la tête de la table siégeait Nolan Alden, PDG de Haldencourt, le regard aussi acéré qu'un rasoir. Hélène fit entrer Harper et lui indiqua le dernier siège au bout de la table, à côté d'une cafetière tiède. « Restez assise, prenez des notes et ne parlez que si on vous y invite, » murmura-t-elle, sa voix tendue comme un fil. Harper hocha la tête, mais son estomac était toujours noué à cause de la clause de la page 132. Elle l'avait relue 3 fois avant la réunion, et à chaque fois, le malaise grandissait. La réunion commença par une présentation de Richard Voss, le directeur juridique. Il parla de la fusion de 3 milliards de dollars avec Zenith Innovation, son ton aussi assuré que celui d'un vendeur de yachts. « Ce contrat est un chef-d'œuvre, » déclara Voss en désignant l'écran. Chaque clause a été passée au peigne fin. Zenith sera à nous et leur propriété intellectuelle sera le joyau de la couronne du portefeuille de Haldencourt. Les directeurs hochèrent la tête en signe d'approbation, certains applaudissant, même légèrement. Harper baissa la tête et tourna rapidement à la page 132 du contrat imprimé. La clause 17. 4b, rédigé dans un jargon juridique alambiqué, stipulait que Zenith conserverait des droits d'usage exclusifs temporaires sur certains de ses brevets principaux pendant 5 ans après la fusion. Mais une petite phrase en bas de page lui glaça le sang. Ces droits pouvaient être prolongés indéfiniment si Zenith remplissait certaines conditions techniques qui n'étaient jamais clairement définies. Pour Harper, ce n'était pas une faute de frappe, c'était un piège. Elle jeta un coup d'œil à Hélène, espérant obtenir la permission de parler. Mais Hélène était occupée à prendre des notes. Harper s'y mordit la lèvre. « Je ne suis qu'une stagiaire. Si je dis une bêtise, je suis fini. » Puis elle se souvint des mots de sa mère. « La vérité n'attend pas le courage, Harper. » Elle prit une profonde inspiration et serra son stylo plus fort. « Excusez-moi, » dit Harper à voix haute, sa voix claire mais légèrement tremblante. Le silence se fit dans la pièce. Voss s'interrompit au milieu d'une phrase, se tournant comme si elle avait interrompu une symphonie. « Je crois qu'il y a un problème avec la clause 17.4b. » Tous les regards se tournèrent vers Harper. Sa gorge était sèche, mais elle continua. « Cette clause permet à Zenith de conserver des droits exclusifs sur les brevets principaux indéfiniment, sur la base de conditions vagues. Si nous signons cela, Haldencourt risque de perdre l'actif le plus précieux de cette transaction. Notre propriété intellectuelle. » Elle marqua une pause, puis dit fermement, « Excusez-moi, mais cette clause est un piège.
Silence. Un directeur se racla la gorge. La mâchoire de Voss tomba, son visage rouge comme une tomate. Harper jeta un coup d'œil vers Nolan Alden, et son cœur s'arrêta. Il la fixait, sans ciller, avec une expression froide comme la glace. Pas de sourire, pas de froncement de sourcils. Juste un mur de granit dans un costume Armani. Une stagiaire, n'est-ce pas? Finit par dire Voss, suintant le sarcasme. Vous vous croyez plus intelligente que toute l'équipe juridique qui a travaillé sur ce dossier pendant 3 mois. Harper déglutit mais ne broncha pas. Je ne dis pas que l'équipe juridique n'est pas compétente. Je dis que cette clause comporte une faille. Si Zénith l'exploite, nous pourrions perdre des centaines de millions. Assez, aboya Voss. Vous n'avez aucune autorité pour parler ici. Hélène, comment gérez-vous votre stagiaire? Le visage d'Hélène blêmit. Elle se tourna vers Harper. Louis, Sortes. Maintenant. Harper se leva, les jambes chancelantes. Elle rassembla ses documents, gardant la tête haute, même si elle avait l'impression que le poids du monde pesait sur ses épaules. En passant devant Nolan, elle sentit son regard toujours posé sur elle. Mais cette fois, il y avait autre chose dans ses yeux. De la curiosité. Où était-ce son imagination? La porte claqua derrière elle. Harper se retrouva seule dans le couloir, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que je viens de faire » murmura-t-elle. Elle s'imaginait déjà renvoyée, escortée hors de Aldencor après seulement 2 jours. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait pas tort. Cette clause était une bombe à retardement, et elle ne pouvait pas prétendre ne pas l'avoir vue. À l'intérieur de la salle du conseil, la tension était encore palpable. Voss reprit sa présentation, mais sa voix avait perdu de son assurance. Quelques directeurs échangèrent des murmures, jetant parfois un coup d'œil au siège maintenant vide de Harper. Nolan resta silencieux, ses doigts tapotant légèrement sur la table. Finalement, il parla, sa voix basse et glaciale. « Voss, expliquez la clause 17.4b. » Tout de suite. Voss bafouilla en feuilletant les pages. « Monsieur, c'est juste un détail technique. Rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant. » Trancha Nolan, la voix aussi vive qu'une lame. Une stagiaire vient d'affirmer que nous pourrions perdre nos droits de propriété intellectuelle. A-t-elle tort, ou votre équipe juridique a-t-elle manqué quelque chose? La pièce se figea à nouveau. Voss est-il là, sur de son front, est-ce Je vais la réexaminer, monsieur. Nolan ne dit rien. Il se leva, boutonna sa veste et quitta la pièce sans un mot de plus. Mais dans son esprit, il ne pouvait s'empêcher de revoir la scène. La fille au tailleur démodé, assez audacieuse pour interrompre une salle remplie de costumes-cravates. Harper Lewis, pensait-il, soit c'est un génie, soit c'est la personne la plus stupide que j'ai jamais rencontrée. Pendant ce temps, Harper retourna à son bureau au 42e étage, essayant de se reconcentrer. Mais ses pensées tourbillonnaient. Greg, l'homme au Starbucks, passa avec un sourire narquois. « J'ai entendu dire que tu avais fait exploser la salle du conseil. Félicitations, la fille d'occasion. Tu viens d'enterrer ta carrière. » Harper lui adressa un faible sourire, mais ne dit rien. Elle ouvrit de nouveau le contrat, relisant la clause 17.4.b. « Je n'ai pas tort, » se dit-elle. Mais en regardant par la fenêtre la ville illuminée, elle ne put s'empêcher de se demander. La vérité suffirait-elle à la sauver de la tempête qui s'annonçait? Chapitre 3. Fauteuse de troubles ou âme courageuse. Harper Lewis était assise à son minuscule bureau à côté de la photocopieuse, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, bien que son esprit fût à des kilomètres de là. 2 jours s'étaient écoulés depuis la réunion fatidique du 50e étage, et elle n'avait toujours pas été convoquée au RH pour être officiellement renvoyée. Cela, d'une manière étrange, était encore plus terrifiant. Chaque bruit de pas dans le couloir la faisait sursauter, s'attendant à moitié à voir Hélène apparaître pour porter le coup de grâce à sa courte carrière chez Aldencor. « À quoi est-ce que je pensais » marmonna-t-elle en tapotant nerveusement ses doigts sur le bureau. Interrompre le directeur juridique devant le PDG. J'ai probablement battu le record de stupidité de l'année. Ses collègues n'aidaient pas à calmer ses nerfs. Greg, l'homme au Starbucks, avait déjà répandu l'histoire de la stagiaire imprudente à tout le 42e étage. Chaque fois qu'il passait devant son bureau, il souriait d'un air suffisant. « Toujours en vie, la fille d'occasion, je parie que ton badge sera révoqué d'ici vendredi. » Harper se contentait de lui adresser un sourire fatigué, mais à l'intérieur,
elle comptait les heures. Elle avait besoin de ce travail, non seulement pour payer son loyer, mais aussi pour acheter les médicaments de sa mère contre son arthrite chronique. Pendant ce temps, au 50e étage, Nolan Alden était assis dans un bureau aussi grandiose qu'un Pentouse, parcourant le rapport devant lui, mais sans vraiment le lire. Son esprit était occupé par un seul nom. Harper Lewis, la fille au tailleur usé qui s'était levée dans une salle de conseil remplie de cadres et avait qualifié la clause 17. Fear Bay de piège. Arrogante, insubordonnée, ou simplement, dans le vrai, Nolan n'aimait pas les surprises. Il avait bâti Aldencor, d'une start-up à un empire financier, en contrôlant tout, les chiffres, les contrats, les gens. Mais Harper Lewis était une variable qu'il n'avait pas prévue. James, dit Nolan à voix basse. Son assistant apparut presque instantanément, tablette à la main. Renseignez-vous sur Harper Lewis, stagiaire au service juridique. Je veux un rapport complet. James haussa un sourcil, mais ne posa pas de questions. Oui, monsieur. Pour quand en avez-vous besoin? Pour demain matin, répondit Nolan, les yeux toujours fixés sur la fenêtre. Il ne le dit pas à voix haute, mais au fond de lui, il était intrigué. Qui était cette fille assez audacieuse pour défier tout son système? Le lendemain matin, James déposa un mince dossier sur le bureau de Nolan. Harper Lewis, 24 ans. Diplômé d'une faculté de droit public avec une bourse complète. A remporté 3 championnats nationaux de débat. A siégé comme représentante des étudiants au conseil de l'université. Pas de présence sur les réseaux sociaux. Pas de scandale. Fait du bénévolat dans un centre éducatif pour enfants défavorisés. Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. Elle s'occupe de sa mère malade. Arthrite chronique. Elles vivent dans un appartement en location dans un quartier modeste. Nolan feuilleta le dossier, s'arrêtant sur une photo de Harper lors d'un concours de débat, debout sur scène. Le regard vif, pointant le doigt avec conviction, comme si elle essayait de persuader le monde. Il sentit une décharge d'énergie le traverser. Ce n'était pas sa beauté, bien que ses yeux bruns vifs et son sourire provocateur fussent difficiles à ignorer. C'était sa présence. Ce sens rare du principe dans un monde rempli de calculs. Autre chose. Demanda Nolan, la voix calme, mais le regard plus vif maintenant. James S.E. Rackler-LaGorge. Elle a refusé une offre d'un grand cabinet d'avocats parce qu'il représentait une société accusée de fraude. Elle a dit, James jeta un œil au document, et je cite, « Je ne travaillerai pas pour des menteurs. » C'était dans une interview pour le journal de l'université. Nolan rit, un son inhabituellement chaleureux qui fit cligner des yeux James. Elle a vraiment dit ça? Oui, monsieur. Répondit James, essayant de ne pas sourire. Nolan ferma le dossier et se pencha en arrière dans son fauteuil. Harper Lewis n'était pas seulement intelligente. Elle avait de l'intégrité, une chose qu'il n'avait pas vue depuis des années, enfouie sous des contrats de plusieurs milliards de dollars et des poignées de main calculées. Il se souvint de ses yeux dans cette salle de conseil, impassible, même quand toute la salle s'était retournée contre elle. C'est une fauteuse de trouble, pensa-t-il, ou la seule assez courageuse pour dire la vérité. Pendant que Nolan s'empêtra dans l'énigme de Harper, celle-ci luttait contre une anxiété, bien réelle au 42e étage. Hélène la convoqua dans son bureau, le regard sévère derrière ses lunettes à monture dorée. « Lewis, dit-elle d'une voix froide, vous savez quel genre de désordre vous avez provoqué dans cette réunion, n'est-ce pas? » Harper déglutit, se tenant droite. « Madame, je voulais seulement souligner un risque potentiel dans le contrat. Je crois que cette clause pourrait être dangereuse pour l'entreprise. » Elaine Sapira, in S.E. Fratton La Tempe. Avez-vous la moindre idée du temps que l'équipe juridique a passé sur ce contrat? Vous avez embarrassé M. Voss devant le conseil. Pire, vous m'avez fait passer pour quelqu'un qui a perdu le contrôle de son équipe. Je suis désolé, madame, dit Harper doucement, mais fermement. Mais si j'étais restée silencieuse et que quelque chose avait mal tourné, je n'aurais pas pu vivre avec moi-même. Hélène la regarda, ses yeux s'adoucissant un peu. Vous avez du cran, je vous l'accorde. Mais le cran ne paie pas les factures. Si le PDG décide de vous laisser partir, je ne pourrai pas vous protéger. Harper hocha la tête, le cœur lourd. Elle quitta le bureau d'Hélène, la tête tourbillonnante. Elle pensa à sa mère, aux médicaments coûteux, à son rêve de devenir une avocate honnête. Peut-être que je suis allé trop loin, pensa-t-elle, mais je ne le regrette pas. Cet après-midi-là,
Harper reçut un court email des RH. Mademoiselle Lewis, veuillez vous présenter. R au bureau du PDG. Pas d'explication, pas de détails. Elle le relut encore et encore, le cœur s'emballant. Nolan Alden veut me voir. L'homme au regard glacial, l'homme qui pourrait mettre fin à mon avenir d'un simple claquement de doigts. Elle s'assit à son bureau, regardant par la fenêtre. La ville scintillait toujours, mais cette fois, les lumières n'apportaient pas d'espoir. « Bienvenue à ton dernier jour, Harper Lewis », murmura-t-elle, forçant un faible sourire. Mais à l'intérieur, une étincelle vacillait encore. Elle vacillait encore. Si c'était son dernier combat chez Aldancor, elle ne baisserait pas la tête. Au 50e étage, Nolan sirotait son café en regardant la ville en contrebas. Il pensait à la réunion de demain avec Harper. Il ne savait pas ce qu'il voulait, la punir pour son insolence ou la remercier pour son courage. Mais une chose était claire. Harper Lewis était inoubliable. Et pour la première fois depuis des années, quelque chose s'agita dans sa poitrine, un battement de vie étrange et inconnu. Chapitre 4. L'interrogatoire personnel du PDG Harper Lewis se tenait devant la porte en bois lustrée du bureau de Nolan Alden, son cœur battant comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Elle s'était mentalement préparée à tous les scénarios possibles, être renvoyée, réprimandée, ou pire, poursuivie pour arrogance sans précédent. Son tailleur d'occasion était toujours juste aux épaules, et elle se demandait si elle devait s'excuser d'emblée ou simplement accepter son sort en silence. Mais lorsqu'elle frappa et entendit sa voix froide et autoritaire, entrer, elle sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le bureau de Nolan avait la taille d'un petit terrain de football, avec des baies vitrées donnant sur la ville scintillante. Il était assis derrière un immense bureau en bois, son costume noir parfaitement taillé, le regard aussi vif qu'une lame. Devant lui, une tasse de café noir et un dossier que Harper reconnut instantanément, son dossier personnel. « Génial, pensa-t-elle, il a enquêté sur moi. Ce n'est pas une conversation, c'est une condamnation. Asseyez-vous, ordonna Nolan en désignant le fauteuil en cuir en face de lui. Harper s'assit, gardant le dos droit, même si elle voulait se recroqueviller. Elle regarda autour d'elle, pas d'assistant, pas de représentant des RH, juste elle et le PDG le plus puissant de la ville. « Mademoiselle Lewis », commença Nolan, sa voix calme mais lourde comme une tempête imminente. « Avez-vous l'habitude d'interrompre les directeurs juridiques lors de réunions clés, ou était-ce juste un passe-temps spontané ?» Harper déglutit difficilement, mais son regard ne flancha pas. « Monsieur, je n'ai pas interrompu pour le plaisir. Je l'ai fait parce que la clause 17. 4b pour écouter sa propriété intellectuelle, à Aldancor. J'ai supposé que vous préféreriez la vérité à une salle remplie de têtes qui opinent. » Nolan haussa un sourcil, un geste subtil qui lui donna l'impression d'avoir fait un faux pas sur un échiquier. « La vérité, répéta-t-il, la voix teintée de sarcasme. Vous, une stagiaire avec moins de 3 jours d'expérience, croyez en savoir plus qu'une équipe juridique qui a travaillé dessus pendant 3 mois. » Harper serra les poings sous la table, mais afficha un sourire poli, légèrement provocateur. « Monsieur, je ne dis pas que l'équipe juridique est incompétente. Je dis qu'ils ont manqué un piège, et si je l'avais vu et que j'étais restée silencieuse, je ne mériterais pas d'être dans cette pièce. » Nolan pencha la tête, quelque chose vacillant dans son regard, de la curiosité ou de l'agacement. « Vous êtes très confiante, dit-il, ou très sotte. Vous réalisez que Maître M. Vos dans l'embarras devant le conseil a des conséquences. Je pourrais vous renvoyer sur le champ. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Laissa échapper Harper, et le regretta instantanément. « Mon Dieu, Harper, tu as vraiment dit ça à voix haute ?» Silence. Nolan la fixa, sans ciller, comme s'il analysait un contrat défectueux. Puis soudain, il rit, un son bas et court qui stupéfia Harper. Elle n'avait pas imaginé que Nolan Alden pouvait rire. Pendant un instant, il parut presque humain. « Vous avez du cran, Lewis, dit-il, le sourire disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Mais le cran ne vous sauvera pas si vous avez tort. Expliquez. La clause 17.4b. Si vous ne pouvez pas me convaincre, vous serez hors de Aldancor avant midi. » Harper prit une profonde inspiration, le vieux sentiment de se tenir sur une estrade de débat l'envahissant. Elle ouvrit son dossier et tourna à la page 132. Cette clause accorde à Zénith des droits exclusifs sur les brevets principaux pendant 5 ans. Mais une ligne permet de la prolonger indéfiniment sur la base de conditions techniques non définies.
Si Zenith l'exploite, il pourrait conserver les brevets pour toujours. Aldancor perdrait l'actif le plus précieux de la fusion. Nolan jeta un coup d'œil à la page, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. Vous en êtes sûr? C'est une accusation grave. Absolument. Répondit Harper, la voix assurée. Je l'ai réexaminé 4 fois. Si vous le souhaitez, je peux rédiger une analyse détaillée. Mais je parie que vous aviez déjà des doutes sur cette clause, vous aussi, n'est-ce pas? Le corps de Nolan se raidit, son expression s'assombrissant. Insinuez-vous que j'ai sciemment négligé un piège? Harper Tresselett. Trop loin. Non, monsieur. Je voulais juste dire que vous êtes perspicace. Si je l'ai remarqué, je crois que vous auriez pu soupçonner quelque chose, vous aussi. Nolan tapota ses doigts sur le bureau, chaque coup comme un tambour de guerre. Vous êtes doué pour la flatterie, dit-il, la voix pleine d'ironie. Mais ne jouez pas à la psychologue avec moi, Lewis. Je ne suis pas votre adversaire de débat de faculté. Harper rougit mais ne recula pas. Je ne joue à aucun jeu. Je ne veux simplement pas que Aldancor se fasse avoir. Si cela me coûte mon travail, alors au moins j'aurai essayé. Nolan la fixa si longtemps qu'elle sentit le temps lui-même s'arrêter. Finalement, il se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Vous me mettez dans une position difficile, Lewis, dit-il doucement. Si je vous garde, le service juridique se révoltera. Si je vous renvoie, j'admets que vous aviez tort, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Harper pinça les lèvres, gardant sa voix égale. Vous pouvez examiner la clause vous-même. Si j'ai tort, vous pourrez me renvoyer plus tard. Nolan se tourna, le regard vif mais teinté d'autre chose. Vous êtes un casse-tête, dit-il, mais son ton s'était adouci. Très bien. Vous avez 48 heures pour soumettre une analyse détaillée de cette clause. Si elle est convaincante, vous restez. Sinon, vous connaissez la chanson. Harper hocha la tête, le cœur se soulevant un peu. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas, trancha Nolan en se rasseyant dans son fauteuil. Et la prochaine fois que vous déciderez de faire exploser une salle de conseil, portez au moins un tailleur à votre taille. Harper cligna des yeux, puis rit avant de pouvoir se retenir. Je prends note, monsieur, mais les tailleurs d'occasion font l'affaire. Nolan haussa un sourcil et cette fois, un soupçon de sourire se dessina sur ses lèvres, une brève lueur, mais suffisante pour laisser Harper stupéfaite. Dehors, avant que je ne change d'avis. Harper quitta le bureau, légère. Elle n'était pas renvoyée, pas encore. Mais en retournant au 42e étage, elle réalisa autre chose. Nolan Alden n'était pas seulement terrifiant, il était intéressant. Et bien qu'elle ne l'admettrait pas à voix haute, une partie d'elle attendait déjà avec impatience leur prochaine bataille. Chapitre 5, l'allié réticent. Harper Lewis était assise à son minuscule bureau à côté de la photocopieuse, les yeux brûlants après 2 nuits blanches passées à rédiger l'analyse de la clause 17.4b. Elle avait soumis le rapport à Nolan Alden juste à temps, y incluant mentalement une tasse de café imaginaire pour adoucir le PDG notoirement froid. Mais ce matin, en ouvrant ses emails, un message faillit lui faire renverser son verre d'eau. Mademoiselle Lewis, présentez-vous au bureau du PDG à 8 heures. Ne soyez pas en retard. Et maintenant, murmura Harper en vérifiant sa montre. 7h45, elle attrapa son dossier, ajusta son tailleur d'occasion et sprinta vers l'ascenseur. Greg, l'homme au Starbucks, passa avec un sourire narquois. Encore en route pour voir le grand patron, tu aimes vraiment creuser ta propre tombe. Harper lui lança un regard noir, mais n'était pas sur elle-même. Marchait-elle vers une promotion ou un désastre? Au 50e étage, le bureau de Nolan Alden était tout aussi froid et luxueux que la dernière fois. Il était assis derrière son bureau, son costume gris impeccable, les yeux parcourant l'analyse de Harper. Quand elle entra, il ne leva pas les yeux, lui faisant simplement signe de s'asseoir. Harper déglutit difficilement, essayant d'ignorer la tension dans l'air. « Monsieur, commença-t-elle, si c'est à propos du rapport, je... » « Vous aviez raison, la coupa Nolan, sa voix basse et tranchante. Il fit glisser l'analyse sur le bureau. La clause 17.4b est un piège. L'équipe juridique de Zenith l'a planté. Si vous n'aviez pas parlé, Aldancor aurait pu perdre des centaines de millions. Harper cligna des yeux, stupéfaite. Donc, je ne suis pas renvoyé? Nolan haussa un sourcil, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous m'avez causé plus de maux de tête que d'aide. Avant que Harper ne puisse répondre,
la porte s'ouvrit brusquement. Hélène Carter entra, suivie de Richard Voss, le directeur juridique, le visage rouge. Holden, Kameka Voss, la voix tremblante. Nous venons d'identifier un autre problème dans le contrat Zénith. La clause de transfert de technologie. Elle est vague. Si nous signons, nous pourrions être poursuivis. Nolan tapota ses doigts sur le bureau, chaque coup portant un coup à la carrière de quelqu'un. Vague, répéta-t-il, la voix comme de la glace. Voss, comment votre équipe a-t-elle pu manquer 2 failles dans un seul contrat? Voss essuya la sueur de son front, décontenancé. Hélène se racla la gorge et jeta un coup d'œil à Harper. Monsieur, mademoiselle Lewis s'est avérée capable de repérer les problèmes. Peut-être pourrait-elle nous aider à examiner le reste du contrat. La bouche de Harper s'ouvrit, mais Nolan parla le premier. Lewis, une stagiaire. Il se tourna vers elle, les yeux remplis à la fois de scepticisme et d'autres choses. Pensez-vous être à la hauteur, Lewis? Harper serra les poings sous la table, le cœur battant. C'était soit une opportunité en or, soit un piège. Monsieur, dit-elle fermement, je ne peux pas promettre la perfection, mais je peux promettre l'honnêteté. S'il y a un problème, je le trouverai. Nolan la fixa si longtemps qu'elle crut qu'il allait dire non. Puis il expira. Très bien. Vous et moi allons passer en revue le contrat. Mais si vous me faites perdre mon temps, Lewis, les conséquences ne vous plairont pas. Harper hocha la tête, réprimant un sourire. Travailler avec Nolan Alden, elle ne savait pas si elle devait être ravie ou terrifiée. Cet après-midi-là, Harper était assise en face de Nolan dans une petite salle de conférence, entourée d'épaisses piles de documents juridiques. La tension entre eux était palpable, rompue seulement par le bruit des pages qui tournent et les soupirs occasionnels de Nolan. Harper se concentra sur la clause de transfert de technologie, prenant soigneusement des notes. Elle repéra une expression vague, transfert conditionnel, que Zénith pourrait exploiter pour retarder la livraison de codes sources essentiels. Regardez, dit Harper en faisant glisser le document sur la table. Cette phrase ne définit pas les conditions. Si Zénith fait traîner les choses, nous pourrions ne pas obtenir les codes sources avant des années. Nolan survola la page en fronçant les sourcils. Vous êtes sûr? C'est peut-être juste une formulation standard. Harper sourit, poli mais ferme. Monsieur, en droit, le standard n'existe pas. Chaque mot est une arme, et celui-ci est un pistolet chargé. Nolan la regarda, une lueur d'amusement dans les yeux. Vous avez du répondant, Lewis, dit-il, mais son ton s'était adouci. D'accord, rédigez une révision. Je veux que cette formulation soit claire comme de l'eau de roche. Harper hocha la tête et se plongea dans le travail. Ils restèrent tard, échangeant des idées à un rythme effréné. Harper fut surprise de découvrir que Nolan n'était pas seulement perspicace, il était étonnamment ouvert d'esprit, du moins en ce qui concernait les contrats. Il posait des questions incisives, mais écoutait attentivement quand elle expliquait. Parfois, elle le surprenait à la regarder plus longtemps que nécessaire, son regard n'étant plus froid mais interrogateur. Vous savez, dit Harper lors d'une rare accalmie, vous feriez un avocat décent. Vous interrogez mieux que la plupart de mes professeurs. Nolan haussa un sourcil, les lèvres tressaillant. Était-ce un compliment ou une insulte, Lewis? Un peu des deux, répondit-elle en lui faisant un clin d'œil avant de pouvoir se retenir. Elle rougit, mais Nolan se contenta de rire doucement, un son qui fit bondir son cœur. À 22 heures, ils finalisèrent la révision du contrat. Nolan le relut et hocha la tête. Bien, dit-il. Vous ne vous contentez pas de parler, Lewis. Vous avez un vrai talent. Harper sourit mais secoua la tête. Ce n'est pas une question de talent, monsieur. Je ne veux juste pas que quiconque se fasse avoir. Ni Alde encore, ni personne d'autre. Nolan la regarda, son regard s'adoucissant. L'honnêteté, dit-il doucement. C'est plus rare que le talent par ici. Harper ne répondit pas, mais une chaleur s'épanouit dans sa poitrine. Alors qu'elle rangeait ses affaires, Nolan demanda soudain. Avez-vous déjà envisagé de travailler ici à long terme? Harper se fija, se retournant. Monsieur, j'essaie juste de survivre à la semaine. Nolan rit pour la 3e fois de la journée, un record personnel. Vous survivrez, Lewis, mais ne prenez pas la grosse tête. Nous avons encore beaucoup d'autres contrats à examiner. Harper sortit de la pièce, la tête tourbillonnante. Elle n'avait pas seulement gardé son travail. Elle avait fait rire Nolan Alden.
Mais en entrant dans l'ascenseur, une réalisation plus alarmante la frappa. Sa voix, son regard, sa présence commençaient à l'obséder. N'y pense même pas, Harper, se prévint elle. C'est le PDG et tu es la fille d'occasion. De retour dans la salle de conférence, Nolan fixait les documents, mais son esprit n'était pas sur le contrat. Il pensait à Harper, à son sourire provocateur, à son honnêteté sans faille. Pour la première fois depuis des années, son cœur s'agita, non pas à cause d'un contrat d'1 milliard de dollars, mais à cause d'une fille dans un tailleur usé. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons chez vous, là où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Chapitre 6. Le retour de l'ex et la réouverture des vieilles blessures. 2 mois chez Aldancor avaient transformé Harper Lewis, de stagiaire nerveuse à un élément essentiel du 42e étage. Non seulement elle avait survécu à ses démêlés avec Nolan Alden, mais elle avait fait rire le PDG notoirement glacial, surtout quand elle le taquinait sur sa façon de lire les contrats comme des lettres d'amour. Leurs échanges vifs et spirituels lors des révisions nocturnes faisaient battre le cœur de Harper plus vite qu'elle n'aimait l'admettre. Elle se répétait que ce n'était rien, qu'une fille pauvre dans un tailleur d'occasion n'avait pas à rêver de Nolan Alden. Mais son regard, qui se réchauffait de jour en jour, rendait l'espoir impossible à ignorer. Des rumeurs commencèrent à circuler dans les bureaux. Greg, l'homme au Starbucks, répondit que la fille d'occasion séduit le patron. Harper l'ignora de son mieux, mais chaque fois que Nolan apparaissait au 42e étage pour vérifier des documents, les regards s'intensifiaient. Ce matin-là, Hélène convoqua Harper dans son bureau. « Vous devez assister au gala de l'entreprise ce soir avec l'équipe juridique, dit-elle d'un ton sec. Monsieur Alden a demandé votre présence. » Harper fut stupéfaite. Les galas d'entreprise étaient synonymes de robes de soirée et de champagne. Pas son genre, mais elle hocha la tête, emprunta une robe bleu nuit à sa colocataire et y apporta quelques retouches soignées. Au grand hôtel, Harper entra dans la salle de bal éclairée par des lustres, ébloui par l'opulence. Nolan, parfait dans un smoking noir, discutait avec des actionnaires. Quand il l'aperçut, ses yeux s'illuminèrent. « Vous êtes impressionnante, Lewis, » dit-il, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Harper Rudgett, impressionnante comme toujours employée. Où j'aurais dû garder mon vieux tailleur? Nolan gloussa, la voix basse et riche. Impressionnante comme j'aimerais vous inviter à danser. Avant que Harper ne puisse répondre, une voix féminine et tranchante les interrompit. Nolan, tu as toujours le don des mots, n'est-ce pas? Une femme dans une robe rouge moulante, aux boucles blondes parfaitement coiffées, s'avança avec une assurance qui pouvait commander n'importe quelle pièce. Elle était stupéfiante, comme sortie tout droit d'un magazine. Nolan se raidit, son sourire s'évanouissant. « Isabelle, dit-il, la voix soudainement froide. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Isabelle Langlais, avocate à succès et ex de Nolan, sourit comme une reine retournant sur son trône. « Je suis la nouvelle conseillère sur le contrat Zénith. Et naturellement, je voulais te revoir. » Son regard glissa vers Harper. « Et vous êtes le service du café ?» Harper Lewis, stagiaire juridique, répondit Harper, calme et serrant sa pochette un peu trop fort. Stagiaire, ricana Isabelle. Comme c'est adorable. Rappelez-vous simplement votre place, ma chérie. Nolan fronça les sourcils, sur le point de parler, mais Isabelle passa son bras sous le sien et l'entraîna au loin. Harper resta là, la poitrine serrée. Elle regarda Isabelle, si raffinée, si confiante, et se demanda à quoi elle avait bien pu penser. Le lendemain, Isabelle fut officiellement nommée conseillère juridique principale, et elle ne perdit pas de temps à cibler Harper. Lors d'une réunion, elle jeta une pile de documents sur le bureau de Harper. « Vous êtes l'étoile montante, n'est-ce pas? Voyons combien de temps vous brillerez. Je veux que ce soit révisé en 24 heures. » Harper travailla jusqu'à 3 heures du matin pour finir, seulement pour qu'Isabelle égare, accidentellement, le rapport. Hélène réprimanda durement Harper pour son irresponsabilité. Les choses s'envenimèrent quand Isabelle commença à répandre des rumeurs selon lesquelles Harper ne gardait son poste que grâce à une relation douteuse avec Nolan. Les chuchotements au 42e étage devinrent aussi acérés que des couteaux. Greg ricana. « Tu crois que t'accrocher au bras de Nolan est une victoire? Isabelle va te dévorer toute crue. » Le point de rupture arriva la semaine suivante.
Un document interne confidentiel lié au contrat Zénith fut divulgué en ligne, provoquant le chaos au sein de Aldancor. Lors d'une réunion d'urgence du conseil, Isabelle se tint avec assurance devant les directeurs. J'ai trouvé un email envoyé depuis le poste de travail de Mademoiselle Lewis, partageant le document à l'externe, annonça-t-elle en présentant une copie imprime. Elle n'est peut, mais elle avait clairement un mobile. Harper sentit son cœur s'arrêter. Je n'ai pas fait ça, dit-elle, la voix tremblante. Je n'ai même pas l'habilitation pour ce document. Isabelle haussa les épaules. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Nolan, tu ne peux pas laisser passer ça. Harper se tourna vers Nolan, cherchant désespérément l'homme qu'elle croyait connaître. Ils avaient travaillé ensemble pendant 2 mois. Il connaissait son intégrité. Mais Nolan se contenta de la regarder, le visage impénétrable. Lewis, dit-il doucement, avez-vous autre chose à dire? Harper déglutit difficilement, retenant ses larmes. Monsieur, je jure que je n'ai pas fait ça. Je ne trahirai jamais cette entreprise. Vous me connaissez. Nolan tapota ses doigts contre la table. Le silence s'étira. Finalement, il se tourna vers Hélène. Escortez Mlee Lewis dehors. Les RH s'en occuperont. Le cœur de Harper se brisa. Hélène la fit sortir de la pièce. Le regard suffisant d'Isabelle et le silence froid de Nolan la blessèrent plus profondément que des mots. Cet après-midi-là, Harper reçut un email des RH. Licenciement pour faute grave de confidentialité. Pas d'audience, pas de chance de s'expliquer, pas d'adieu. Elle vida son bureau, les mains tremblantes. Greg passa et secoua la tête. Je te l'avais dit, tu ne peux pas battre Isabelle. Harper ne répondit pas. Elle voulait juste sortir, loin des regards, de l'humiliation, du souvenir de Nolan. Alors qu'elle sortait de la tour étincelante de Aldancor, la ville scintillait toujours de lumière. Mais pour Harper, tout était obscurité. Elle pensa à sa mère, à son rêve de devenir une avocate honnête, et à Nolan, l'homme en qui elle avait eu confiance. Il ne m'a pas cru, pensa-t-elle alors qu'une larme coulait sur sa joue. Elle n'avait pas démissionné. Elle avait été renvoyée, piégée, abandonnée. En haut, au 50e étage, Nolan était assis à son bureau, fixant l'email de licenciement de Harper. La mâchoire serrée, les yeux troubles. Isabelle entra insolente. Tu as pris la bonne décision, Nolan. Elle n'avait pas sa place ici. Nolan ne répondit pas. Il voyait encore les yeux de Harper, trahi, blessé, suppliant. Une partie de lui doutait des preuves d'Isabelle, mais elles avaient semblé si claires. Où s'était-il trompé? Quand Isabelle partit, Nolan se leva près de la fenêtre, un malaise le rongeant. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentait pas le frisson d'une victoire d'entreprise. Au lieu de cela, il avait l'impression de venir de perdre la seule chose qui comptait vraiment. Chapitre 7. Harper disparaît et Nolan s'effondre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Harper Lewis avait été renvoyé de Aldancor, et Nolan Alden n'était plus lui-même. En surface, il restait le PDG impeccablement habillé et maître de lui, mais ses plus proches collaborateurs remarquaient les fissures. Il parlait moins, son regard s'égarait plus souvent, et les rares sourires qui lui échappaient lorsqu'Harper le taquinait sur sa façon de lire les contrats comme des poèmes d'amour avaient entièrement disparu. Chaque nuit, Nolan était hanté par l'image de ses yeux, rouges, la voix tremblante alors qu'elle jurait son innocence lors de cette réunion fatidique. Il avait essayé de se convaincre qu'il avait pris la bonne décision, que les preuves présentées par Isabelle Langlais, un email provenant de l'ordinateur de Harper divulguant des documents internes, étaient irréfutables. Mais chaque fois qu'il revoyait l'expression trahie de Harper dans son esprit, une fissure s'approfondissait dans la forteresse de contrôle qu'il avait bâtie. Elle lui manquait désespérément. Pendant ce temps, Aldancor était en chute libre. La fuite de documents avait ébranlé la confiance des investisseurs, les tabloïds se régalaient du scandale, et la fusion de 3 milliards de dollars avec Zenith Innovation était sur le point de s'effondrer. Isabelle, désormais conseillère juridique principale, faisait semblant de gérer les retombées, mais l'instinct de Nolan commença à crier. Elle était trop lisse, trop suffisante, exactement comme elle était 4 ans plus tôt lorsqu'elle l'avait trahi pour un poste mieux rémunéré dans une entreprise rivale. Ce matin-là, James, son assistant personnel, entra dans le bureau de Nolan, l'air tendu. « Monsieur, l'équipe informatique a trouvé une nouvelle piste de fuite de mai. Elle ne provenait pas de Mademoiselle Lewis. Elle provenait de Madame Langlais. »
Il posa un dossier sur le bureau de Nolan. Ils ont tout retracé. L'email piégeant Mademoiselle Lewis a été fabriqué. L'Anglais a utilisé ses accès pour planter les preuves, et elle a envoyé des données confidentielles de Zénith à un concurrent, probablement pour son profit personnel. Nolan feuilleta les documents, la mâchoire serrée. Ligne après ligne, tout le confirmait. Isabelle n'avait pas seulement piégé Harper. Elle avait délibérément saboté Aldancor. Un email détaillait même son plan pour retarder les transferts de technologie afin que Zénith puisse conserver ses brevets principaux, la faille même que Harper avait signalée. Sa vision et sa sombrite. Isabelle ne l'avait pas seulement trahi à nouveau. Elle avait détruit la seule personne qui osait dire la vérité. Faites venir le service juridique dans la salle de conférence, dit Nolan, sa voix comme de la glace. Nous tenons une conférence de presse cet après-midi. James hésita. Monsieur, à propos de Mademoiselle Lewis. Les RH disent qu'elle a quitté la ville juste après son licenciement. Son appartement est vide. Personne ne sait où elle est allée. Nolan se figea, comme s'il venait de recevoir un coup de poing à l'estomac. Quitter la ville, répéta-t-il d'une voix rauque. 3 semaines. Elle était partie depuis 3 semaines, et il n'avait rien fait d'autre que de croire à un mensonge. Retrouvez-la, dit-il, sa voix basse mais résolue. Cherchez partout. Son université, les centres de bénévolat, les hôpitaux. Peu importe ce que ça coûte. James hocha la tête et sortit en courant. Nolan convoqua l'équipe juridique. Isabelle entra avec assurance, mais ses yeux papillonnèrent nerveusement quand elle vit le dossier sur la table. « Nolan, quelle est l'urgence » demanda-t-elle mielleusement. Il poussa le dossier vers elle. « Explique, » dit-il, chaque syllabe comme une balle. « Pourquoi as-tu falsifié un email pour piéger Harper Lewis ? Pourquoi as-tu divulgué des informations confidentielles à notre concurrent? » Isabelle palice mais tenta de se ressaisir. « Nolan, tout est méprens. Je protégeais l'entreprise. Harper était. Assez. » Claqua Nolan se levante. La pièce se tut. « Tu m'as trahi il y a 4 ans, Isabelle. Je t'ai pardonné. Mais ça, il désigna le dossier. Tu n'as pas seulement nui à Aldancor. Tu as détruit une personne innocente. Harper Lewis nous a prévenus du piège dans ce contrat, et tu l'as remercié en faisant d'elle le bouc émissaire. » Isabelle ouvrit la bouche, la voix tremblante. « Tu n'as pas de preuves solides. La preuve est ici, » aboya Nolan en claquant le dossier sur la table. « Tout est fini. » Il se tourna vers Hélène. « Retirez Madame Langlais de tous les projets. Les RH la licencieront immédiatement. » Isabelle paniqua. « Nolan, tu ne peux pas. Je suis la meilleure que tu aies. »« Non, » dit-il, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « La meilleure, c'était la femme que tu as fait fuir. » Dehors. Alors qu'Isabelle était escortée dehors, la rage de Nolan fit place à la culpabilité. Il avait laissé Harper payer les pots cassés. Il l'avait regardé partir, dévasté et seul. Il pensa à son sourire provocateur, à l'étincelle dans ses yeux quand elle plaisantait en disant qu'il était le pire avocat du monde. Sa poitrine lui faisait mal. Il n'avait pas seulement fait une erreur. Il avait abandonné la seule personne qui lui donnait envie d'être meilleur. Cet après-midi-là, la salle de presse de Aldancor était bondée de journalistes et de flashs d'appareils photo. Nolan se tenait au pupitre, les yeux flamboyants. Aldancor se retire officiellement de la fusion avec Zénith Innovation, annonça-t-il. Nous avons découvert des actes de fraude, tant de la part de notre partenaire que de quelqu'un au sein de nos propres rangs. Nous engagerons des poursuites judiciaires et réviserons nos procédures internes pour garantir que justice soit faite. Un journaliste leva la main. Masculi Aldem, qui a divulgué les documents. Nolan Agrippa, le microphone. Une conseillère principale a piégé Harper Lewis, une employée qui a tenté de nous avertir. Elle a été traitée injustement et je. Il marqua une pause, sa voix se serrant. Je n'ai pas réussi à la croire. Et pour cela, je m'excuse. Des murmures et des halètements parcoururent la salle. Nolan Alden qui s'excuse? C'était sans précédent. C'est la personne la plus honnête avec qui j'ai jamais travaillé, ajouta-t-il. Et Aldancor lui est redevable. De retour dans son bureau, Nolan ne pouvait penser qu'à Harper. James entra en secouant la tête. « Monsieur, nous avons vérifié son ancien appartement. Les voisins disent qu'elle et sa mère ont déménagé il y a 2 semaines. Pas d'adresse de suivi. Le centre de bénévolat ne l'a pas vu. » Nolan serra les poings, impuissant pour la première fois de sa vie.
3 semaines. Elle était partie et il n'avait rien fait pour l'arrêter. Continuez à chercher, ordonna-t-il. Essayez son université, les hôpitaux, tous les endroits qu'elle a pu mentionner. James hésita. Monsieur. Et si elle ne veut pas être retrouvée? Nolan se tourna, les yeux brûlants. Alors je la trouverai quand même. Je lui dois la vérité, et plus encore. Cette nuit-là, Nolan était assis seul, fixant les lumières de la ville. Il se souvint du moment où Harper avait interrompu la réunion du conseil, sa voix claire et inébranlable. Cette clause est un piège. Elle avait eu raison sur le contrat, sur Isabelle et sur lui, un homme piégé par le pouvoir et le doute. Il avait perdu le contrôle, non pas de son entreprise, mais de la seule chose qui avait vraiment compté, Harper. Dans une petite ville à des heures de là, Harper était assise dans une chambre de motel faiblement éclairée, la lampe vacillante projetant des ombres sur son visage las. À côté d'elle, sa mère dormait paisiblement, inconsciente de l'angoisse silencieuse de sa fille. Harper fixait le plafond, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle pensait à Nolan, à ses rares sourires, à la chaleur dans ses yeux. Il ne l'avait pas cru. Elle avait voulu s'expliquer, se battre, mais il n'y avait eu aucune chance. Il a choisi de ne pas me faire confiance, pensa-t-elle. Et maintenant, elle ne pouvait pas revenir en arrière, même si elle le voulait. Vous regardez Soul Stories, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Chapitre 8. Cherchez là où personne n'avait pensé à regarder. Pendant les 3 semaines qui suivirent son licenciement de Aldancor, Harper Lewis vécut avec un feu silencieux couvant dans sa poitrine. En tant que jeune avocate, elle avait passé des années à se forger une carrière basée sur l'intégrité. Elle avait autrefois refusé une offre lucrative d'un grand cabinet d'avocats parce qu'il représentait une société accusée de fraude environnementale. Et pourtant, chez Aldancor, elle avait été qualifiée de voleuse, de traîtresse. Non seulement renvoyée, mais diffamée. Chaque nuit, elle s'allongeait sur un matelas étroit dans une chambre exiguë d'une petite ville loin de la grande ville, écoutant la respiration régulière de sa mère à côté d'elle, et se demandait pourquoi la vérité est-elle si fragile. Le sourire contrefait d'Isabelle Langlais et ses preuves falsifiées l'avaient réduite au rôle de méchante. Mais pire que les fausses accusations, il y avait la trahison de Nolan Alden, l'homme en qui elle avait eu confiance, l'homme qui avait fait battre son cœur. Il s'était détourné, les yeux froids, le jugement final. La douleur n'était pas seulement d'avoir perdu un travail, c'était d'être abandonnée par le système même qu'elle avait juré de défendre. Pourtant, Harper ne s'effondra pas. Elle trouva du réconfort en enseignant aux enfants dans un centre communautaire local, offrant son cœur là où elle le pouvait et se disant « Si je ne peux plus être avocate, je resterai honnête. Je resterai moi-même. » Pendant ce temps, Nolan Alden était devenu un homme hanté. Il était habitué à contrôler les contrats, les fusions, le pouvoir. Mais Harper, la fille d'occasion avec un feu dans les yeux et la vérité sur la langue, avait brisé toutes les règles de son monde méticuleusement ordonné. Et il l'avait brisé. Il avait cru Isabelle. Il avait renvoyé Harper. Et maintenant, chaque jour sans elle était un rappel de la plus grave erreur de sa vie. Son équipe ratissa la ville, son ancien appartement, l'hôpital où sa mère avait été soignée, le centre de bénévolat où elle avait travaillé. Rien. Les voisins dirent que Harper et sa mère avaient disparu quelques jours après son licenciement. Pas d'adresse de suivi, aucune trace. Nolan était presque à court d'espoir quand James, son assistant, trouva une faible piste. Un centre d'éducation communautaire en banlieue, dit James en posant un dossier. Elle y faisait du bénévolat quand elle était à l'université. Elle a mentionné une fois dans une vieille interview. Nolan n'hésita pas. Il annula ses réunions et conduisit pendant 2 heures à travers des champs étendus jusqu'à une ville tranquille. Le centre était un bâtiment bas et blanc à la peinture écaillée et avec une aire de jeu envahie par les mauvaises herbes. Alors que Nolan sortait de sa Bentley rutilante, les enfants interrompirent leur partie de football pour le dévisager. Un garçon cria « Monsieur, vous êtes perdu? C'est pas un café, ici. » Nolan esquissa un faible sourire, une rareté ces jours-ci. « Je cherche Harper Lewis, » dit-il, la voix basse mais assurée. « Est-elle ici? » Le garçon haussa les épaules en désignant le bâtiment. « Elle donne des cours à l'intérieur. Mais faites gaffe,
elle n'aime pas les étrangers. Le cœur de Nolan battit plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il entra dans le bâtiment et trouva une petite salle de classe bondée. Harper se tenait devant un tableau blanc, vêtue simplement d'une chemise et d'un jean, les cheveux relevés. Elle expliquait un problème de mathématiques, la voix chaleureuse et patiente. Si vous divisez 12 pommes équitablement entre 4 personnes, dit-elle avec un sourire, combien de pommes chaque personne reçoit-elle? Une petite fille leva la main et le sourire de Harper s'élargit. Cela figea Nolan sur place. Elle était toujours Harper, brillante, compatissante, mais il y avait maintenant une tristesse tranquille dans ses yeux. Et c'est lui qui l'Y avait mise. Puis elle leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Harper S.E. Figia. Le morceau de craie lui glissa des doigts et tomba au sol. Les enfants se tournèrent, curieux. « Mademoiselle Harper, c'est qui ?» demanda un garçon. La voix de Harper était tendue. « Faites vos exercices. Je reviens tout de suite. » Elle sortit, Nolan la suivant dans le couloir. Les bras croisés, les yeux d'acier, elle lui fit face. « Monsieur Alden, qu'est-ce que vous faites ici ?» Nolan prit une profonde inspiration pour se calmer. « Je dois vous parler de ce qui s'est passé. » « Il n'y a rien à dire, le coupa-t-elle. Sa voix tremblait. « J'ai été piégé. J'ai été renvoyé. Et vous ne m'avez pas cru. J'ai recommencé ma vie. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Nolan serra las poings. La doulaur lambaisan. « Harper, j'ai eu tort. Isabelle a falsifié les preuves. Elle a divulgué les documents et vous a accusé. Je l'ai renvoyé, j'ai annulé le contrat Zénith. J'ai tenu une conférence de presse. J'ai dit la vérité au monde entier. Je m'excuse. » Harper cligna des yeux, les larmes montant. Mais elle tourna la tête. « Vous vous êtes excusé dans la presse. Tant mieux pour vous. Mais ça n'efface pas 3 semaines de honte. Ça n'efface pas la façon dont vous m'avez regardé, comme si j'étais une menteuse. » Nolan s'approcha, sa voix basse et brute. « Je sais, je t'ai laissé souffrir. J'ai perdu quelqu'un d'irremplaçable. Quand tu es parti, l'entreprise a perdu son meilleur esprit et moi. » Il croisa son regard. « J'ai perdu mon cœur. » Oh, le souffle de Harper se coupa. Des larmes coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle voulait le haïr. Elle voulait le repousser. Mais ces mots brisèrent quelque chose en elle. « Tu n'as pas le droit de dire ça, » murmura-t-elle. « Tu es Noah Holden. Je ne suis que la fille d'occasion. Nous n'appartenons pas au même monde. » Nolan secoua la tête, son expression dépouillée de toute prétention. « Tu es tort. Tu es la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir réel. Tu m'as fait rire. Tu m'as fait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Je ne veux pas d'un monde sans toi. » Harper essuya ses larmes, mais recula. « Je ne peux pas revenir, Nolan. Pas après tout ça. J'ai besoin de temps. » Nolan hocha la tête, bien que cela le déchire presque. « J'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Mais laisse-moi réparer ce que j'ai cassé. Aldancor a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Harper ne répondit pas. Elle se tourna et retourna dans la salle de classe. Les enfants levèrent les yeux et une fille demanda « Mademoiselle Harper, c'est votre petite amie ?» Harper rit doucement, bien que sa poitrine fût lourde. « Non, ma chérie. Juste quelqu'un que je connaissais. » Nolan retourna à sa voiture, mais ne partit pas tout de suite. Il fixa le bâtiment délabré, regardant la silhouette de Harper à l'intérieur, enseignant, souriant malgré tout. Il l'avait trouvée, mais il ne l'avait pas reconquise. Pas encore. Alors qu'il tournait la clé dans le contact, un feu se ralluma dans sa poitrine. Il n'abandonnerait pas. Harper Lewis n'était pas seulement la meilleure personne avec qui il ait jamais travaillé. Elle était la seule chose dans son monde qu'il ne pourrait jamais se permettre de perdre à nouveau. À l'intérieur de la salle de classe, Harper ramassa la craie et essaya de se concentrer. Mais les mots de Nolan résonnaient dans son esprit. « J'ai perdu mon cœur. » Elle ne voulait pas le croire. Elle ne voulait pas espérer. Mais d'une manière ou d'une autre, une petite étincelle avait recommencé à briller. Peut-être, juste peut-être, n'était-elle pas prête à abandonner complètement. Chapitre 9. Un nouveau contrat, sans clause cachée. Une semaine s'était écoulée depuis la rencontre pleine de larmes au centre d'éducation communautaire, et Harper Lewis ne pouvait toujours pas effacer les mots de Nolan Alden de son esprit. « Quand tu es parti, l'entreprise a perdu son meilleur esprit, et j'ai perdu mon cœur. » Elle essayait de rester concentrée, enseignant aux enfants, s'occupant de sa mère dans la minuscule chambre de motel qui était devenue leur foyer temporaire. Mais chaque nuit,
La douleur de ces 3 semaines revenait la hanter. Elle avait été piégée, renvoyée sans avoir la chance de se défendre. Et pire que l'injustice elle-même, c'était d'être jugée par Nolan, quelqu'un qu'elle avait admiré, voire en qui elle avait eu confiance. En tant qu'avocate, Harper avait toujours cru que tout le monde méritait une défense équitable. Mais chez Aldancor, on lui avait refusé ne serait-ce qu'une audience. Isabelle Langlais avait fabriqué des preuves, et N. Nolan avait choisi de la seulement sa carrière qui avait été détruite. C'était sa foi dans le système qu'elle avait juré de protéger. Ce matin-là, une voiture noire élégante s'arrêta devant le centre communautaire, suscitant des murmures parmi les enfants qui jouaient dehors. Harper effaçait le tableau blanc quand elle entendit l'agitation. Elle sortit, le cœur battant. Et il était là, Nolan, dans un costume gris ajusté, debout au soleil au milieu d'une nuée d'enfants curieux. Et, Mademoiselle Harper, cria un garçon. Le type du café est de retour. Qu'est-ce qu'il veut encore? Harper croisa les bras, la voix ferme. Monsieur Alden, je vous ai dit que j'avais besoin de temps. Nolan eut un faible sourire sincère. Je sais, je ne suis pas ici pour vous mettre la pression. Je suis ici pour offrir une chance de réparer les choses. Il lui tendit un mince dossier. Sur la couverture, contrat de travail. Harper Lewis, concealer at Juridique Principale. Harper cligna des yeux, stupéfaite. Consigliere principale? Vous êtes sérieux? J'étais une stagiaire renvoyée sans un seul mot de défense. La maturité de Nolan se contracta. Ses yeux s'assombrirent. J'ai eu tort de laisser cela se produire, Harper. Isabelle a falsifié les preuves. Et je ne vous ai pas donné la chance de parler. Je veux réparer ça avec ceci. Il désigna le dossier. C'est le contrat le plus honnête que j'ai jamais rédigé. Pas de faille, pas de piège. Et je veux que vous le révisiez, comme vous avez toujours corrigé mes erreurs. Harper ouvrit le dossier, les mains tremblantes. Le contrat offrait un salaire 10 fois supérieur à celui de son stage, une couverture médicale complète pour sa mère, et une clause qui lui serra la gorge. Tout employé accusé de faute grave a droit à une audience équitable avant que toute mesure disciplinaire ne soit prise. Elle regarda Nolan, les yeux vacillants. Cette clause, c'était votre idée? La vôtre, dit-il doucement. Vous m'avez dit un jour qu'un avocat ne protège pas seulement les contrats, il protège la vérité. Je veux que Aldancor reflète cela. Et j'ai besoin de vous pour m'assurer que ce soit le cas. Harper pinça les lèvres, sa colère et son chagrin remontant à la surface. Vous ne comprenez pas, Nolan. J'ai passé ma vie à me battre pour ce qui est juste. J'ai refusé un poste dans un grand cabinet parce qu'ils aidaient à étouffer une affaire de fraude environnementale. Et pourtant, chez Aldancor, j'ai été traité de voleuse, renvoyée sans un mot. Pensez-vous vraiment qu'un seul contrat peut effacer cette humiliation? Nolan s'approcha, la voix basse et pressante. Non, je ne le pense pas. Mais je sais que j'ai perdu la personne la plus importante de ma vie parce que je n'ai pas écouté. Vous m'avez appris que la vérité compte plus que le pouvoir. Si vous ne revenez pas, Aldancor perdra son meilleur esprit. Et moi, il croisa son regard, je perdrai la seule raison que j'ai jamais eue de sourire. Harper ne put s'en empêcher. Elle rit à travers les larmes qui menaçaient de couler. Vous savez vraiment comment négocier. Alors, allez-vous corriger le contrat? Demanda Nolan, les yeux pétillants. Je vais l'examiner, dit Harper, sa voix douce mais assurée. Mais je ne promets rien. 3 jours plus tard, Harper franchit les portes de Aldancor, vêtu d'un simple tailleur ajusté. Plus d'occasion, mais pas Tapax en grave-l'œil non plus. Juste elle avait révisé le contrat, ajoutant d'autres clauses sur le droit à une procédure équitable et la transparence interne. Lorsqu'elle arriva au 42e étage, le bureau devint silencieux. Puis quelques collègues applaudirent. Greg, l'ancien cynique du Starbucks, marmonna. La fille d'occasion est la grande patronne maintenant. Je suppose que j'ai perdu ce pari. Harper sourit mais continua son chemin. Son véritable test l'attendait au 50e étage. Cet après-midi-là, Nolan tint une conférence de presse dans le hall de Aldancor, bondé de journalistes et de flashs d'appareils photo. Il monta sur scène, confiant mais chaleureux. Aldancor a appris une dure leçon sur l'honnêteté, commença-t-il. Et aujourd'hui, je suis fier de vous présenter à nouveau Harper Lewis, notre nouvelle conseillère juridique principale. La femme qui a sauvé cette entreprise du désastre et m'a appris la valeur de la vérité. Des applaudissements retentirent.
Harper se tenait à ses côtés, essayant de garder son calme tandis que son cœur battait à tout rompre. Mais Nolan n'avait pas fini. Il se tourna vers elle, le regard fixe, et parla directement dans le microphone. « Harper, vous n'êtes pas seulement la personne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Vous êtes la personne qui me donne envie d'être meilleur. Je sais que je ne vous mérite pas, mais je veux vous demander quelque chose. » Il sortit un morceau de papier plié. En haut, contrat d'amour à durée indéterminée. Il lut à voix haute, sa voix riche et inébranlable. Clause 1. Moi, Nolan Alden, promets d'aimer, de respecter et de faire confiance à Harper Lewis pour la vie. Clause 2. Pas de piège, pas de tromperie, seulement la vérité. Harper, signerez-vous? La salle explosa en halètements et en clics d'appareil photo. Harper resta figée, les larmes aux yeux. « Vous êtes fou, murmura-t-elle, la voix tremblante. C'est une conférence de presse, pas une comédie romantique. Et alors, sourit Nolan en se rapprochant. Je t'ai perdu une fois. Je ne prendrai plus ce risque. Harper essuya ses larmes et sourit. Vous êtes vraiment le pire avocat du monde. Elle prit le papier, le survola, puis croisa son regard. Je le signerai. À une condition, vous devez sourire plus souvent. Nolan rit, un son qui remplit toute la salle, et la prit dans ses bras. Marché conclu. Les journalistes s'emballèrent, mais pour Harper et Nolan, le monde se réduisit à eux deux. Plus tard, ils étaient assis dans le bureau de Nolan, le contrat d'amour manuscrit sur son bureau. Harper secoua la tête. Tu m'as demandé en mariage devant le monde entier. N'as-tu pas peur que les actionnaires se révoltent? Qu'ils se révoltent, dit Nolan en lui tenant la main. La seule chose dont j'ai peur, c'est de te perdre à nouveau. Harper serra sa main, une chaleur se propageant dans sa poitrine. Elle était revenue chez Aldancor, non seulement pour travailler, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Un avenir sans piège, seulement la vérité et l'amour. Chapitre 10. L'amour n'a pas besoin de clause. 6 mois après la conférence de presse qui avait secoué la ville, Harper Lewis et Nolan Alden n'étaient plus la stagiaire d'occasion et le PDG glacial. Ils formaient un couple, un duo étrangement assorti, comme aimait à le dire Greg du 42e étage, encore sous le choc du pari qu'il avait perdu à leur sujet. Désormais conseillère juridique principale chez Aldancor, Harper conservait son habitude de passer au crible chaque contrat avec l'intégrité de quelqu'un qui croyait que le droit pouvait encore servir la vérité. Nolan, tout en dirigeant son empire financier, avait appris quelque chose de bien plus difficile que de gérer des milliards. Comment sourire et plus important encore, comment lâcher le contrôle. Leur vie commune était étonnamment simple. Pas de galas étincelants, ni de dîner au champagne. La plupart des soirées se passaient à faire des pizzas maison dans le petit appartement de Harper, où sa mère, maintenant en meilleure santé grâce à la couverture médicale de Aldancor, aimait taquiner Nolan. « Il faut que tu ris plus fort, Nolan », lui lançait-elle avec un clin d'œil. Harper aime les hommes drôles. Et l'homme autrefois intimidant qui terrifiait les conseils d'administration répondait timidement. « J'y travaille, Madame Lewis. » Harper gloussait, lui jetait un morceau de croûte de pizza et disait « Fais plus d'efforts, pire avocat du monde. » Des moments comme cela faisaient réaliser à Nolan qu'il avait changé. Il pensait autrefois que l'amour était comme un contrat, nécessitant des clauses, des signatures, du contrôle. Mais Harper lui avait appris que l'amour est une question de confiance, d'accepter ce que l'on ne peut pas toujours définir. Elle portait toujours de simples chemisiers au travail, se disputait encore avec lui sur des clauses lors de débats nocturnes, et le faisait toujours rire de son esprit vif. « Si tu signes ça sans le lire, plaisanta-t-elle un jour, je commencerai à t'appeler Greg 2. » Il rit jusqu'à en avoir mal aux côtes. Pendant ce temps, Harper continuait sa révolution tranquille chez Aldancor. Elle dirigeait une équipe chargée de réviser tous les contrats, s'assurant qu'il n'y ait plus de pièges comme la clause 17.4b, celle qui avait failli la ruiner. Elle militait pour des réformes internes, notamment pour garantir une procédure équitable aux employés, des changements enracinés dans sa propre douleur d'avoir été faussement accusée. Les gens la respectaient maintenant, non pas parce qu'elle était la petite amie du patron, mais parce qu'elle défendait la vérité. Même Greg admit à contre-cœur, elle est authentique. Mais le cœur de Harper n'avait jamais vraiment quitté le centre communautaire. Les enfants lui manquaient, aider les gens qui n'avaient même pas de voix lui manquait. Un soir, elle attira Nolan dans la cuisine et posa une serviette en papier couverte de gribouillis sur la table. Aide juridique gratuite pour les étudiants défavorisés. Ils ont besoin que quelqu'un croie en eux,
dit-elle, les yeux brillants. Et je veux que nous le fassions. Nolan haussa un sourcil. Tu veux que moi, un PDG, je travaille gratuitement. Harper Surratt Maliciousement. La stagiaire perturbatrice a sauvé ton entreprise, tu te souviens? Dis oui, ou je rédige un contrat. Il rit et l'enlaça. Marché conclu. Un week-end ensoleillé, ils se tenaient côte à côte dans une petite salle de l'ancienne faculté de droit de Harper. Des dizaines d'étudiants à faible revenu remplissaient la pièce, avides de connaissances juridiques et de conseils. Harper, dans une chemise blanche impeccable et un jean, expliquait les contrats de travail à un groupe de première année. Ne signez jamais rien que vous ne comprenez pas, dit-elle clairement. Chaque clause peut être un piège. À côté d'elle, Nolan, vêtu d'un simple t-shirt, aidait maladroitement un étudiant à rédiger une lettre d'appel pour une bourse. « Vous êtes un vrai avocat ?» demanda l'étudiant. « Vous ressemblez plus à un PDG. » De l'autre côté de la pièce, Harper éclata de rire. « C'est le pire avocat du monde » lança-t-elle avec un clin d'œil. « Mais il essaie. » Nolan secoua la tête, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. Il regardait Harper se déplacer parmi les étudiants, répondant aux questions avec patience, sincérité et détermination. Elle n'avait pas besoin de titre ni de salle de conseil. Sa force venait de son courage et de son engagement inébranlable envers la vérité. À la fin de la session, ils s'assirent sur des chaises en plastique, épuisés mais rayonnants. Un étudiant avait laissé une note griffonnée sur la table. « Merci, mademoiselle Harper et monsieur Nolan. Vous m'avez donné de l'espoir. » Harper la lut, les yeux brillants. « Ça, c'est pour ça que je suis devenue avocate, » murmura-t-elle. Nolan prit sa main, la voix basse. « Et c'est pour ça que je t'aime. Tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise, Harper. Tu m'aimes sauf. » Harper pencha la tête et le taquina. « T'es sauvé? J'ai juste dit, cette clause est un piège. Tu as fait le reste. » Nolan rit en la serrant contre lui. « Ma fauteuse de troubles préférée. » Ils restèrent assis là alors que les lumières dorées de l'après-midi se déversaient par la fenêtre, encadrant un moment calme, imparfait et réel. Harper n'avait pas besoin que Nolan soit un PDG. Et Nolan n'avait pas besoin que Harper soit autre chose que ce qu'elle était. Une femme assez courageuse pour affronter la vérité et assez audacieuse pour aimer sans condition. Leur vie n'avait pas de piège, seulement des rires, seulement la vérité, et un amour bâti non sur des clauses, mais sur un choix.